Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée. J'ai nommé Pia Moulin-Sœur. Bonjour Pia. Bonjour. Alors Pia, tu as une très belle casquette puisque tu es la DRH réseau de la Caisse nationale des allocations familiales. On peut dire son petit nom, la CAF. C'est un service public qui est connu de toutes les familles en France. Les compteurs sont assez affolants puisque c'est plus de 95 milliards de prestations par an. J'ai fait mon travail, j'ai des chiffres. La CAF est présente à toutes les étapes de notre vie. On a été toujours plus ou moins en contact, soit en tant qu'enfant, en tant que parent. Et Pia, toi, c'est plus de 34 000 collaborateurs qui sont dans ton giron. Alors, on va s'intéresser un peu plus du coup aux missions justement de la CAF. Est-ce que ça implique justement d'être la DRH réseau d'une telle structure? Mais d'abord, je voulais remonter un peu le fil de ton histoire et que tu me racontes qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant. Est-ce que tu avais très tôt le sens du service public ou pas? Alors, j'avais le sens, je crois, du collectif. Ça depuis toute petite. Donc, non, ma première vocation était d'être danseuse classique. Donc, voilà, on est assez loin de l'univers ensuite des CAF et de la protection sociale. Mais voilà, j'aimais l'univers de la rigueur, l'univers aussi voilà, de cet art vraiment magnifique. Et t'as pratiqué toi-même petite ou Voilà, j'ai même passé le concours de l'Opéra de Paris. C'est pas vrai? Que je n'ai pas eu. Ah bah donc quand même, donc c'était quand même un sacré niveau. Mais voilà, j'avais ce souhait de m'engager. Alors c'est vrai, un très bel art, un art exigeant, et puis un art qui fait travailler ensemble. Il n'y a pas de prima donna s'il n'y a pas un corps de ballet, s'il n'y a pas un chorégraphe, des accessoiristes, des costumiers. Donc, j'avais vraiment cette fascination pour cet univers. C'est une activité très dure, physiquement, exigeante. Moi, j'avais vu le film Black Swan, c'est pour ça. Moi, tu me dis ballet, je pense Nathalie Portman, je pense ces petits pieds là qui travaillent. Enfin, c'est rude, hein. Oui, voilà. Donc finalement, je me suis destinée ensuite à un parcours plus classique, avec des études plus traditionnelles. Donc voilà, un institut d'études politiques, donc Institut d'études politiques de Rennes. Et ensuite, donc je suis vraiment durant ces études, j'ai découvert l'univers de la protection sociale avec voilà, du coup un intérêt très fort. Je me suis vraiment passionnée pour les sujets de société, la manière dont on construit, dont on met en œuvre les politiques publiques. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer donc l'École nationale de la sécurité sociale. Parce que du coup, est-ce que tu peux revenir sur cette école qui est encore assez peu connue? Alors pourtant, c'est une institution qui existe déjà depuis. C'est une institution ancienne, alors qui est basée à Saint-Étienne. Donc, qui forme tous les ans les futurs dirigeants de la protection sociale, donc des organismes du régime général, de la mutualité sociale et agricole. Et puis, on a aussi des ponts avec d'autres institutions de la sphère sociale. Donc, les organismes de prévoyance, la mutualité avec qui on travaille aussi au quotidien. Donc, on y passe 18 mois. À Saint-Étienne et puis un petit peu partout en France, on est amené à découvrir différents organismes, différentes pratiques dirigeantes. Et à l'issue de cette scolarité, donc j'ai évolué dans différents organismes et différents univers professionnels. J'ai travaillé à Tours, j'ai travaillé à Limoges, et puis j'ai rejoint donc la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, en 2015. Donc, j'ai d'abord travaillé dans le domaine de l'accompagnement des cadres dirigeants. Donc, les directeurs, agents de direction des 100 caisses d'allocation familiale. Et donc, depuis 2018, je suis en charge donc du pilotage de la fonction RH au bénéfice donc des 34 000 collaborateurs, vous l'avez dit, des caisses d'allocation familiale. Donc, on a un champ d'action qui est très large. Que tu dis expliquer, donc 34 000 collaborateurs avec un maillage territorial qui est assez énorme, puisque c'est partout en France. Il y a un siège qui est sur Paris, et ensuite, du coup, répartition un peu partout sur le territoire.
Alors, on a une organisation qui est particulière et qui, du coup, justement, en termes de RH, de pilotage RH, présente des spécificités. C'est que les organismes, donc les caisses d'allocation familiale, qui sont réparties sur le territoire métropolitain et ultramarin, sont des organismes indépendants. Donc, les collaborateurs qui y travaillent sont pilotés par des directeurs d'organismes qui sont employeurs avec toutes les prérogatives que cela implique. Et au niveau national, notre rôle est d'impulser, de coordonner, de proposer, d'accompagner les salariés, les dirigeants dans la mise en œuvre d'actions RH. Mais on n'a pas un rôle d'employeur ou de RH au sens traditionnel du terme. On est plutôt vraiment dans l'animation de réseau, dans la proposition aussi d'actions de soutien. Il n'y a pas forcément le rapport hiérarchique qui sous-tend. Voilà, ça laisse une vraie autonomie ensuite au café local de pouvoir s'organiser comme elle le souhaite. Et toi, ton rôle, ça va être de pousser finalement ensuite des grands principes, des leviers d'animation. Tout à fait, c'est vraiment d'impulser des politiques RH, aussi de se nourrir des remontées du terrain, des propositions aussi qui sont déclinées et mises en œuvre. On fait rien tout seul. Alors moi, j'ai une équipe d'une 30aine de collaborateurs qui travaillent auprès de moi sur les différents champs RH, formation, contrôle de gestion sociale et y compris SIRH. Donc on a un vrai champ d'action sur l'ensemble des politiques qui font une stratégie RH. Mais cette politique, ensuite, elle est mise en œuvre, elle est déclinée, elle est implémentée vraiment sur le terrain par des directeurs, des DRH, chaque antenne s'approprie. Exactement. Je comprends. Et du coup, Pia, tu parlais tout à l'heure d'une équipe de 30 collaborateurs. Donc, tu évoquais tes présences sur toute la chaîne de valeur, RH, formation, tu évoquais CIR, contrôle de gestion. Quelle typologie de talent es-tu et comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu privilégies le recrutement en interne? Est-ce que tu vas à l'extérieur? Comment tu constitues ton équipe? Alors, c'est vrai que depuis que je suis en poste, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment recomposer l'équipe. Donc, c'est vrai que je peux m'appuyer sur deux adjointes notamment qui font un travail vraiment formidable au quotidien. On est très attentifs toutes les trois à essayer d'intégrer des collaborateurs qui seront à la fois complémentaires, mais en même temps qui vont se retrouver dans les valeurs et dans l'état d'esprit de notre équipe. Donc, on a notamment conduit là avec les collègues un travail d'identification de nos lignes de flottaison. Donc, sympa ça. Nos lignes de flottaison, c'est vraiment les valeurs de l'équipe, mais incarnées au quotidien. Donc, c'est une réflexion qu'on a menée avec les chefs de projet qui composent le DRH réseau pour faire émerger véritablement les facteurs de motivation et d'engagement qui sont les leurs. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Ça m'intéresse parce que tu vois, c'est des problématiques. Alors, moi, je te parlais chez le Cocorooué, on est une petite trentaine, et tu vois, il y a cette problématique de se dire, voilà, sur des petites équipes, la culture, en fait, elle est clé. Il suffit d'une personne pour qu'un équilibre soit déstabilisé. Moi, je dis toujours, comment est-ce qu'on arrive à la préserver en grandissant, dans la durée, etc. Ça m'intéresse. Comment est-ce que toi, tu as pu poser cette réflexion et qu'est-ce qui en est ressorti en termes de valeurs Justement, on a vraiment laissé la parole aux collaborateurs. C'est un travail d'abord qu'ils ont fait, qui a été fait par eux, sans Emmanuel et Sylvie qui travaillaient avec moi et moi. On leur a laissé carte blanche. On s'est mis en retrait et sont émergées vraiment des belles choses. Par exemple, des valeurs auxquelles je suis attachée. Donc, à la fois, donc bien sûr, l'exigence et l'excellence, mais aussi la solidarité, l'humour. C'est marrant, l'humour, la convivialité. Donc, et finalement, lorsqu'elles nous ont présenté les travaux,
les équipes ont mis en avant ces valeurs et on s'est retrouvés vraiment dedans. C'est un petit peu l'image, la marque de fabrique de l'équipe. Et lorsqu'on a été amené justement à recruter et à intégrer des nouveaux collaborateurs, c'est un facteur qu'on a pris en considération pour c'est un vrai filtre, quoi. Se dire on a cette équipe, c'est une équipe qui a une culture, c'est une culture qui est vivante, qui doit s'enrichir, se nourrir de nouvelles personnes, mais il est aussi important de garder un équilibre avec les nouveaux entrants et puis ceux qui font aussi la force de l'équipe. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment multiple. Excellent. Et avec des talents très divers, mais avec ce point commun et un socle de valeurs qu'ils incarnent au quotidien. Je suis très fière de travailler avec eux. S'ils nous écoutent. Et du coup, Pia, tu parlais tout à l'heure du coup des valeurs, de la culture. Qu'est-ce que ça fait finalement de travailler, tu vois, pour le service public ? Parce que finalement, la CAF, c'est quand même une institution qu'on entend très souvent associée à des questions de société. Est-ce qu'il y a un impact pour toi ? Est-ce qu'il y a un impact pour tes équipes dans la mission, l'accomplissement ? Alors, c'est vrai que dans le domaine RH, on est à la fois en début de chaîne et en fin de chaîne, puisque c'est au RH, c'est vers les RH qu'on va se tourner pour ensuite décliner un process de recrutement, décliner un process d'onboarding, décliner aussi des dispositifs d'accompagnement, de montée en compétences. Donc, on est forcément toujours un petit peu partie prenante. Et c'est vrai que les CAF ont cette particularité d'être assez photosensibles aux évolutions sociétales. À un moment donné, lorsque des problématiques émergent, parce que soit qu'elles étaient déjà présentes mais non suffisamment prises en compte, soit qu'elles correspondent à des nouvelles préoccupations, les pouvoirs publics se tournent vers les CAF parce qu'elles ont cette capacité à connaître des situations, à les accompagner et à aller vers nos publics pour là par exemple récemment a été décidé la mise en place d'une aide à l'accompagnement des victimes de violences conjugales, donc sujet hautement sensible, hautement intime aussi, qui touche malheureusement la vie de femmes, d'hommes, d'enfants, de familles. Et donc c'est vers les CAF qu'on se tourne et pour mettre en œuvre, décliner cette aide qui est une aide réactive, temporaire, une aide vraiment d'urgence pour donner le coup de pouce en cas de besoin. Et donc on travaille du coup avec les CAF pour mettre ensuite le process d'accompagnement des salariés, y compris sous forme un petit peu de soutien, parce que c'est pas simple pour un collaborateur qui travaille dans un accueil de CAF de devoir ensuite recueillir la parole le besoin de quelqu'un dans cette situation. Je trouve ça très fort parce que tu vois, t'es sur quand même un métier où il y a énormément d'humains, où les collaborateurs sont confrontés à des histoires de vie. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des violences conjugales, c'est savoir recevoir une victime. Il faut être en mesure, du coup, d'apporter une aide dans l'urgence. Je le dis parfois, c'est vraiment une question vitale pour une mère ou un parent de pouvoir s'isoler rapidement, etc. Comment est-ce que tu vas former tes équipes et quelle place occupent un peu les compétences humaines pour toi ? Alors, on est, je crois, vraiment un peu à la croisée des chemins dans cette période. On a traversé quand même des bouleversements vraiment très importants en termes de mode de travail, en termes de mode d'apprentissage. On a aujourd'hui aussi des nouvelles générations qui arrivent dans nos équipes et qui, vers qui aussi il faut qu'on soit vigilant à prendre en considération à la fois l'accompagnement de leurs compétences, des compétences, des soft skills, de cette dimension justement de capacité, d'agilité, de créativité, d'intégrer aussi des changements un petit peu perpétuels et en même temps de garder en tête
l'importance de compétences stables, un socle finalement. Voilà, un socle de compétences. Quand on est justement salarié collaborateur d'une CAF, on s'appuie sur des bases législatives, des bases techniques qui sont indispensables. Et c'est un mix compliqué. Voilà, c'est tout l'enjeu et tout l'équilibre assez subtil, c'est de pouvoir les amener vers cette dimension d'écoute, de proactivité, tout en gardant l'essentiel. Il faut nos collaborateurs, les salariés des CAF qui traitent les dossiers, font face à un ensemble de règles hyper complexes, hyper précises. Et on est sur vraiment des process de formation en continu, de l'intégration jusque vraiment tout au long de la carrière. Ce qui est difficile, c'est que finalement, dans ce type de poste, il y a vraiment deux facettes. La partie comportementale, donc tu citais la proactivité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, mais en conservant quand même une distance. Et en même temps, toute la partie vraiment technique. Où là, j'imagine effectivement, pour être éligible à certaines aides, il faut cocher les bonnes cases. Ensuite, il faut savoir mettre en place les bons process. Donc, c'est finalement ces deux casquettes. C'est ces deux casquettes avec aussi, effectivement, et de plus en plus, une capacité à se retrouver dans toutes les méandres informationnels, d'être capable de cibler la bonne information. Donc on est en train de mener un travail au sein de la branche famille autour justement de tout le pilotage de notre gestion informationnelle qui est très très large pour faire en sorte que nos collaborateurs accèdent à la bonne information, puissent la restituer. On a la chance de pouvoir maintenant s'appuyer sur des outils qui sont plus performants. Donc on est en train d'étudier, alors aussi en partenariat, en complémentarité avec nos collègues des autres branches du régime général, toutes les perspectives et les potentialités de l'intelligence artificielle pour pouvoir faciliter la réalisation de nos missions et notamment le volet accompagnement, développement RH. Très clair. Et du coup, Pia, donc tu parlais effectivement d'IA, tu parlais de nouveaux outils. Il y a une structure aussi qui est intéressante, qui est dans le fameux giron des CAF, c'est le CAF Lab. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors donc le CAF Lab, c'est notre lab innovation. Il est piloté par Isabelle Doual, qui est une personne avec qui j'apprécie aussi beaucoup travailler. On est très complémentaires dans nos approches et ça fait partie aussi des personnes à qui je peux soumettre des idées créatives et qui me dit chiche. Donc là justement, on était dans la phase de réalisation de notre schéma directeur des ressources humaines. Alors c'est un exercice auquel on doit se prêter tous les 5 ans. Ça fait sérieux, schéma directeur. En fait. Donc effectivement, oui, tous les 5 ans, on doit refaire cet exercice, se définir notre feuille de route RH pour la période à venir, fixer des objectifs, des trajectoires. Et voilà, donc je me suis dit, cette année, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses un petit peu différemment ? On sort aussi d'une période qui a quand même considérablement renouvelé nos façons de travailler. On est confronté à des enjeux d'attractivité, de fidélisation, de valoriser l'engagement de nos collaborateurs. Et donc, je m'en suis ouverte à Isabelle et elle m'a proposé de mobiliser donc le CAF Lab et ses équipes durant le mois d'innovation publique qui s'est déroulé au mois de novembre. Et on a donc, avec son concours, proposé des ateliers de créativité dans toutes les régions de France pour mobiliser, associer et donner la parole à des salariés. Donc, ça a été vraiment une période hyper riche
durant laquelle près de 200 collaborateurs de CAF, alors DRH, bien sûr, mais aussi des managers, des collaborateurs de divers services, de services en charge de l'accueil des allocataires, des travailleurs sociaux, des comptables, des gestionnaires budgétaires ont pu s'exprimer sur leurs priorités, les actions, les projets qu'ils aimeraient voir porter sur les prochaines 5 années. Donc, c'était vraiment finalement une feuille de route un peu collaborative quand je t'écoute. Oui, c'est ça. C'était vraiment l'idée de leur donner la parole, de aussi s'assurer que ceux qu'on avait travaillé, nous, plutôt sur le volet RH, assez traditionnellement, en associant des directeurs d'organismes, en associant des DRH, voilà, qu'on était sur un bon alignement entre la vision stratégique qui pouvait être portée et la manière dont les collaborateurs le perçoivent sur le terrain. Parce que la RH, ça peut paraître parfois un peu désincarné. Et plus on abstrait, avait envie de... un peu théorie. Et est-ce que tu as des surprises dans les... Enfin, je sais pas si tu as eu encore les restitutions ou peut-être pas encore. Hein. Il y a des choses auxquelles tu t'attendais, tu as été confortée ou au contraire surprise? Ouais. Alors en fait, on a été plutôt confortés, oui, dans. Mais bon signe déjà, rassurant. Voilà. On a été alors surpris aussi par des initiatives, notamment qui visaient à travailler autour des salariés un petit peu plus anciens, qui voilà, peut-être le sentiment qu'on fait beaucoup pour intégrer les nouveaux collaborateurs, valoriser leur rapport à l'organisation et peut-être un petit peu moins pour les collaborateurs qui sont en poste depuis plus longtemps. Donc ça a retenu mon attention. Je me dis oui, c'est un axe aussi, voilà, bien sûr qu'on avait en tête, bien mais sûr. qui était peut-être pas forcément suffisamment mis en avant. Donc voilà, mais globalement, on est conforté, plutôt raccord. Et je crois qu'aussi un des enseignements importants de cette phase, ça va être peut-être en termes de communication et en termes de valorisation d'action, de davantage mettre l'accent sur tel ou tel point. On a beaucoup investi, notamment dans les années passées, à la faveur de la crise sanitaire, sur tout l'environnement collaboratif à disposition des salariés. On a beaucoup construit, beaucoup proposé des outils pour faire en sorte que le mode de fonctionnement hybride soit le plus confortable possible, soit le plus intégré possible dans l'univers de nos collaborateurs. Et c'est vrai que ça nous permet de mesurer qu'on a encore de beaux challenges devant nous pour faire en sorte vraiment de toujours veiller à ce que les outils soient bien au service des usages et pas l'inverse. Pour nous, c'est vraiment très important d'être dans cette dynamique en termes d'environnement de travail. Très clair, Pierre. Et quels sont tes autres un peu de challenges pour l'année prochaine? Est-ce que c'est plutôt lors du recrutement? Tu peux t'évoquer un peu la fidélisation aussi. Qu'est-ce que tu as sur ta feuille de route où tu dis, oula, ça fait partie de mes top priorités? Alors, c'est vrai qu'on a un vrai enjeu d'attractivité, enfin de travailler autour de l'attractivité de nos métiers et de nos emplois. Alors bien sûr pour pouvoir mener à bien nos missions, pour pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs, les intégrer. Donc ça c'est un enjeu fort. On est présent sur l'ensemble du territoire. Le contexte des bassins d'emploi effectivement est tendu, donc il faut qu'on soit en capacité d'être au rendez-vous. Donc ça c'est un premier volet qui est très important et qui va figurer en bonne place bien sûr dans notre feuille de route et dans nos priorités RH. Et si je m'arrête quelques instants sur la partie attractivité, vos besoins en recrutement, c'est sur quel type de poste? Il y a des domaines d'expertise en particulier qui sont ciblés? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, alors dans les organismes, les CAF, dans les organismes de sécurité sociale, on a une énorme diversité des métiers. Donc on a bien sûr, on va penser en premier lieu au métier de la relation de service et du traitement des dossiers de l'allocataire, mais on a aussi des travailleurs sociaux, on a aussi des responsables et des chargés de RH. Donc ça c'est bien sûr toujours aussi le cas, mais on a une incroyable diversité des métiers
qui est parfois mal connu. Donc, on essaie de travailler à faire en sorte que cette diversité soit plus visible. Très clair. Alors, je te rassure, l'enjeu d'attractivité, c'est vraiment pour tout le monde aujourd'hui. Qu'on soit dans le public ou dans le privé, tout le monde fait un peu la guerre des talents. Même si j'ai l'impression qu'elle existe déjà depuis quelques années, cette guerre des talents. Aujourd'hui, effectivement, il faut séduire. Alors, tu disais enjeu d'attractivité et d'autres choses sur ta feuille de route? Voilà, et aussi enjeu de fidélisation et de maintien de l'engagement de nos collaborateurs. Il faut sans cesse qu'on veille à avoir un équilibre entre voilà le recrutement, l'intégration de nouveaux talents et la préservation, l'enrichissement des talents qui sont déjà avec nous. Donc ça c'est un axe important. Et puis on a aussi la prégnance très forte des enjeux de qualité de vie, des conditions de travail. Donc on a aussi une attention très forte qui est portée à ces sujets. Et c'est vrai que voilà, après les bouleversements qu'on a connus, la crise sanitaire, aussi la modification vraiment profonde des modes de travail, on a, je pense, un besoin de revenir à des fondamentaux sur ces sujets-là, à des fondamentaux en termes de préservation de la santé des salariés, en termes d'accompagnement de nos collaborateurs aidants qui sont parfois confrontés à une double voire triple charge. Comment est-ce qu'on prend soin d'eux? Comment est-ce qu'on les aide aussi à prendre soin d'eux? Donc ça fait partie des enjeux aussi qu'on va devoir porter dans le cadre de notre plan QVCT pour les 5 années à venir. Un beau challenge, je vois. Donc, tu as été prise pour les 5 ans à venir. On va être bien occupés, oui, en effet. Et comment tu fais? Parce que à la fois, tu disais donc un enjeu, vous êtes au service, finalement, au service du grand public, au service des usagers, vous êtes regardé par les pouvoirs publics. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine pression pour délivrer, être au rendez-vous. Tout ce que vous faites est quand même vu du grand public. Bon, je te remets de la pression, là, je me rends compte. C'était pas pour mettre la pression. Et tu es aussi prise, je pense, dans un flou aussi d'opérationnel du quotidien en tant que DRH, de to-do list. Comment tu fais pour réussir à sortir la tête de l'eau? Et tu vois, moi, je trouve que fixer des plans à 5 ans, c'est quand même... alors, ça donne un super cap, mais parfois, tu es juste rattrapé par le quotidien. Comment tu fais pour trouver le juste milieu et t'extraire aussi, garder une vision? Justement, alors moi, je crois beaucoup à la politique des petits pas et des petites victoires. C'est vrai que, bien sûr, il faut jamais perdre de route sa stratégie et ses perspectives à 5 ans, mais voilà, nos politiques, nos actions, elles se construisent au quotidien, step by step. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel on veille avec les équipes du DRH Réseau. Voilà, à être ancré dans le quotidien et dans la délivrance d'offres de services qui vont être utiles. On parlait tout à l'heure de l'absentéisme, c'est vraiment une vraie problématique, un vrai sujet pour nos organismes depuis quelques années. Donc voilà, quand on a ce sujet-là, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier comme facteur de compréhension, comme outil d'analyse, comme ensuite levier d'action. Donc il faut construire très concrètement et voilà, rendre visible en fait au quotidien la RH. J'aime bien l'idée des petites victoires. Moi, ça me parle complètement. Et puis, j'arrive un peu plus sur la partie personnelle de ce podcast. Du coup, j'expliquais un petit peu, je me demandais justement comment tu faisais pour réussir à trouver juste ce niveau de granularité entre long terme et court terme. Et comment tu fais du coup au quotidien pour réussir à couper avec le boulot? Est-ce que tu mets en place des horaires où tu dis, OK, là, stop, je coupe mes mails? Est-ce que tu as un centre d'intérêt? Peut-être que tu continues la danse? Qu'est-ce que tu... Alors c'est vrai que voilà, au quotidien, j'ai 2 garçons, 2 ados, donc déjà ça m'aide à rester ancrée sur terre. Voilà, ça m'aide à rester ancrée dans le quotidien. Et puis voilà, moi je suis vraiment attentive à garder cet équilibre de ma vie de maman avec ma carrière et mon engagement professionnel. Donc ça a toujours été, et c'est vrai que c'est aussi une façon. Voilà, je travaille dans le réseau des caisses d'allocation familiale. Ça a du sens pour moi de devoir aussi incarner ces valeurs de parentalité au quotidien. Et voilà, je trouve que
ces nouvelles générations, elles sont vraiment hyper intéressantes, hyper attachantes. Elles n'ont pas forcément la chance de grandir dans un environnement simple et facile. T'es plutôt équipe parentalité positive, éducation positive, ou plutôt, parce que je sais qu'il y a un gros débat en ce moment, je sais pas si tu suis dans Le Monde. Oui. Je crois que d'ailleurs, ça a été l'article le plus lu du journal Le Monde, entre, tu sais, la psy Caroline Goldman, qui est plutôt l'école, je vais dire à l'ancienne, mais pas forcément à l'ancienne, c'est un peu genre, mais juste, voilà, bon, du cadre, et celle qui a théorisé le time out, le va dans ta chambre, contre la deuxième, du coup, un peu égérie de l'éducation positive, qui est... Alors, son nom m'échappe. Écoutez, dans quelle équipe? Oui, je vois. Moi, je suis Attention, dans l'équipe... c'est c'est hyper sensible. Moi, je suis dans l'équipe, je crois, be good to yourself. Okay. Vraiment, voilà, je crois que justement, on est... en tant que professionnel, en tant que maman qui travaille, on est souvent jugé. On est jugé quand ils sont petits, on est jugé quand ils sont grands. Et voilà, donc je crois que je suis plutôt de cette école-là et j'essaie aussi d'insuffler ça dans mon équipe. J'ai effectivement beaucoup de jeunes collaborateurs et collaboratrices, donc des jeunes parents. Voilà, ça c'est aussi quelque chose aussi, qui est important pour moi, de pas... voilà, je trouve qu'on a tendance à beaucoup culpabiliser voilà, celles qui font comme ci, ceux qui font comme ça. Et voilà, donc je crois que ça serait ça ma façon zéro culpabilité, bienveillance, écoute. Voilà, dès lors qu'on s'interroge sur ces pratiques et qu'on fait de son mieux. Donc ça, c'est ce qui me permet de garder bien les pieds sur terre. Et voilà, donc d'avoir aussi, j'ai la chance d'avoir des réseaux familiaux et amicaux vraiment d'appui, et ça c'est un grand plus pour réussir justement ça fait une vraie différence. Concilier. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que du coup tu as des coups de cœur récents? Est-ce que ça peut être des livres, des films ou même des podcasts ou des expos que tu nous recommandes? Alors, mais justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu, sur les recommandations d'une amie, L'éloge des vertus minuscules de Marina Van Zulen. Et ça fait écho à ce que je venais de dire. C'est voilà, comment finalement essayer de sortir aussi du culte de la performance, de l'excellence, d'être indulgent avec soi-même et de trouver aussi dans les difficultés, dans parfois ce qui fonctionne pas tout à fait comme on l'avait imaginé, des sources de satisfaction et puis des idées pour progresser. Donc ça a été mon dernier coup de cœur. Voilà. Oh, c'est top. Bah, écoute, je note l'éloge des vertus minuscules. Rien que le titre, c'est délicieux là déjà. Exactement. Merci beaucoup Pia pour ce super témoignage. Moi, je suis vraiment frappée parce que je trouve qu'à chaque fois que je rencontre des gens qui sont issus du monde un peu de la protection sociale, j'ai l'impression qu'une fois que tu tombes dans cette marmite, tu peux plus en repartir. Il y a quelque chose, c'est un univers qui est très fort. Et je trouve ça assez bluffant de travailler pour une organisation qui a un impact comme ça sur la vie des Français au quotidien, à des âges très différents. Enfin, ce sont des offres de services ou des services, tu vois, qui sont présents au quotidien. Donc, c'est quand même un impact très fort. Je te donne plein de bon courage pour cette belle feuille de route sur 5 ans. Et encore merci pour ton retour d'expérience. Merci à toi.